Bonjour, bienvenue dans notre émission sur Alta TV, notre émission Les Coulisses. Aujourd'hui, nous allons parler de la francophonie albertaine qui est en train de changer ces dernières années en ce qui concerne les ressources et des moyens et des personnes. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Maître Kandolo dans notre émission, qui est avocat inscrit au barreau du Haut-Canada en Ontario et nouvellement installé à Edmonton, et il dessert toute la communauté en Alberta. Bonjour Maître Kandolo et bienvenue dans notre émission Les Coulisses. Bonjour Monsieur Diki Dikamba, merci de me recevoir. Pourriez-vous vous présenter auprès de notre public aujourd'hui qui vous suit dans notre émission? Merci, c'est avec plaisir que je pourrais bien me présenter. Je suis Dieudonné Kandolo, je suis avocat auprès du barreau du Haut-Canada, ça veut dire en Ontario. Je suis avocat depuis 2006, donc bientôt on va au mois de juin 2014, ça sera depuis 8 ans que je suis avocat. Et je suis venu tout récemment en Alberta avec l'intention de desservir toute la province de l'Alberta. Plus spécifiquement, j'aimerais bien être le serviteur du public francophone. Effectivement, dans la communauté francophone, nous avons eu un problème ces dernières années pour trouver des avocats francophones, surtout en matière d'immigration, du droit de la famille. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Kandolo qui est là pour nous. Maître Kandolo, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir vous installer ici à Edmonton depuis novembre? Il faut dire en vérité qu'en 2009, j'étais venu en vacances ici chez un de mes amis et j'avais constaté qu'il y avait quand même une grande communauté francophone ici à Edmonton, à Calgary, et ailleurs aussi dans la province, et que quand il arrivait aux besoins de services en français, je me rendais compte que les francophones se butaient à un problème. Ils avaient des avocats qui leur parlaient en français, ils avaient des services juridiques qui ne étaient prestés qu'en anglais. Et déjà, je me rendais compte, et avec confirmation de tous ces amis que j'ai rencontrés ici, que ces Canadiens, ces immigrants francophones qui vivaient en Alberta avaient des difficultés à pouvoir communiquer avec les avocats selon leur première langue. Alors, ils avaient des obstacles de communication. Alors moi, je me suis dit, étant donné que le Canada est bilingue et que pour bien exprimer l'égalité des langues au Canada, il faut que ces gens puissent avoir des services aussi en français, ça a besoin d'interprètes. Tout à fait. Et c'est pourquoi je me suis dit, non, laisse-moi venir ici. Je pense qu'il y a un marché potentiel, des gens qui ont vraiment besoin d'un service en français, et je voudrais bien me prêter là comme étant leur serviteur. D'accord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours? Parce que les petites recherches qu'on a eu à faire sur votre personne, on trouve que votre parcours est quand même un très bon parcours, en tout cas surtout pour les personnes qui sont immigrantes. Pourriez-vous nous en dire un peu quelque chose? En toute modestie, je ne pense pas que j'ai un parcours particulier qui puisse attirer l'attention de qui que ce soit. Je fais que ce que tous les immigrants ont fait. C'est vrai que je suis venu au Canada comme étant un demandeur d'asile depuis 1995, et puis vers fin 97, j'avais été accepté. Et ma femme et mon enfant qui étaient encore en Afrique à l'époque ont dû me rejoindre ici au Canada en 2000. Mais entre-temps, parce que j'avais besoin d'apprendre l'anglais, parce qu'il était clair et établi qu'en étant à Montréal, je ne pouvais pas travailler à de places que je désirais si je ne possédais pas, si je ne commandais pas l'anglais. Alors, quand mon épouse était arrivée avec ma fille en 2000, en 2002, je me suis inscrit à la faculté de droit pour pouvoir faire le droit encore. Et Dieu merci, j'étais accepté. Bon, il faut dire que vous étiez aussi juge au Congo, d'après ce qu'on a pu lire dans un article, vous étiez juge au Congo et vous êtes inscrit à la faculté de droit comme vous l'avez dit. Et comment que ça s'est passé? Parce qu'on sait bien qu'il y a un problème de reconnaissance de diplôme. Comment ça s'est passé pour vous? En tout cas, la solution pour moi était heureuse. Ce qui s'est passé n'était pas une exception ou une faveur qui m'a été accordée. Au contraire, j'ai des gens, des amis ou des personnes qui sont venues qui ont le même profil que moi, c'est-à-dire nous étions deux diplômés. Moi j'étais licencié en droit au Congo
Et j'avais été juge, comme vous avez dit, j'étais substitut du procureur dans la province du Nord Kivu, à Goma, auprès du tribunal des grandes instances. Et tout le monde qui est venu, qui a le même profil que moi, nous avons tous bénéficié d'une année de crédit. C'est qu'au lieu de faire un programme de 3 ans en droit civil, comme les autres le font, nous avons fait 2 ans. Et ayant avantage de cela, je puis ajouter une année de common law, qui fait qu'aujourd'hui, je suis un avocat aussi dans un système de common law. Je suis un common lawyer, comme on l'appelle communément. Ah, ok, très bien, merci. Maître, pourriez-vous nous parler des défis que vous avez eu à rencontrer en tant que, comme tout autre immigrant qui vient s'installer ici au Canada? On a plusieurs défis. C'est vrai qu'on se bat pour pouvoir transformer ces défis-là en opportunités. Pourriez-vous nous parler un peu de votre cas, par exemple? Le premier défi que j'ai rencontré ici, c'est le froid. Okay. Je suis arrivé quelques 2 mois après, là, il faisait tellement froid, j'avais jamais vu la neige de ma vie. J'avais peur que si la neige tombait sur mon cerveau, j'avais encore des cheveux à l'époque. Hein. Que si la neige tombait sur ma tête, mon cerveau allait geler. Mais ça, ce n'est que pour... il faut s'habituer à ça. Donc, une semaine après, j'ai compris que la neige ne tue personne si on est bien habillé. Mais après ça, il y a des défis, je m'excuse, sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Alors, on se posait des questions. Qu'est-ce que je vais devenir? J'étais magistrat. Est-ce qu'ici, on peut m'accepter? Et j'ai commis des fautes sur mes résumés que je faisais. Je m'étais que j'étais juge alors que je faisais des CV ou des résumés pour le travail de manufacture ou le travail de General Labour, comme on appelle. Et on ne me prenait jamais. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi qu'il en soit? Puis j'ai compris qu'il faut que je commence à cacher que j'avais un diplôme universitaire. Alors j'ai commencé à mettre que j'avais juste niveau de école secondaire 5, donc je n'ai pas terminé l'école secondaire 5. Alors là, on m'a envoyé dans le travail de manufacture. Il m'a envoyé au premier travail, on m'a chassé parce que j'étais pas capable de mettre le scotch correctement sur les cartons. On m'a donné des balais pour torchonner. Je ne savais pas comment le faire. Je n'étais habitué qu'à un certain type de torchon. À cela, je ne savais pas comment le faire. On m'a chassé. Puis je suis rentré à la maison. Je me moquais de moi-même parce qu'on venait de me chasser pour un travail comme ça. Puis après, j'ai compris qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai commencé à faire comme tout le monde. J'ai travaillé dans la manufacture. J'ai travaillé dans le McDo. J'ai travaillé dans les poubelles entre-temps, mais je me disais toujours, il faut que je redevienne avocat dans ce pays. D'où vous est venu ce déclic-là, de pouvoir vous dire que non, bon voilà, aujourd'hui je vais arrêter et puis je vais commencer une autre carrière. Donc, pourriez-vous nous expliquer un peu? D'abord, j'ai commencé par, comme je pensais que j'avais l'impression qu'aller refaire des études de droit, c'était encore très long, je suis déjà vieux. Alors, je suis allé me faire inscrire à l'école qu'on appelle Toronto School of Business. Alors, j'ai fait la comptabilité, alors que mon anglais a encore été élémentaire, mais j'ai dû faire ce programme de Business Administration combiné. C'est un programme d'environ 3 ans qu'on combine en une seule année. Et puis j'ai terminé, j'ai eu mon diplôme de accounting, donc assistant, comptable assistant. Quand j'ai ce diplôme, j'ai beau chercher du travail, je ne l'ai pas eu. Alors je me suis dit non, je crois que je suis un avocat et puis je n'aurais de plaisir que si je veux refaire ce que j'aime, qui est ma passion, on va dire. Je suis rentré à la faculté de droit. Dieu merci, on m'a accepté à la faculté de droit. J'ai étudié et puis tout est parti bien. Et je me suis retrouvé, je suis allé à la faculté de droit en 2002. En 2005, j'ai terminé tous les 2 programmes, les programmes nationaux. Et en 2006, j'ai fini avec mon barreau. Immédiatement, j'ai ouvert mon cabinet d'avocat. Et quand j'ai ouvert le cabinet d'avocat à Toronto de 2006, j'ai travaillé de 2006 à 2009. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'être accepté dans l'armée comme avocat officier, avocat militaire. C'est là que j'ai travaillé pour 4 ans. J'ai pris ma retraite tout récemment. Ok. Alors, on sait bien que dans l'armée, c'est une institution qui est bien hiérarchisée, mais comment que ça s'est passé pour vous dans l'armée en tant qu'avocat, premièrement, et puis pouvoir rentrer dans l'armée et commencer... vous avez commencé comment? Pourriez-vous nous expliquer? Quand je suis entré dans l'armée, mon admission dans l'armée était plus facile parce que j'avais déjà une expérience dans l'armée canadienne. Depuis l'an 2000, j'étais membre de service de l'unité blindée à Toronto, où après la formation de base qu'on donne à tous les militaires, et puis j'ai fait la formation professionnelle de force blindée. J'étais soldat, après je suis devenu caporal. Donc quand je suis entré dans l'armée, comme avocat, j'avais déjà l'expérience de 9 ans d'expérience en tant que militaire. Donc j'étais réserviste en tant que
réserviste, j'étais membre de troupe. Et même quand j'étais déjà avocat à Toronto, je continuais toujours à être membre caporal dans l'armée. Donc le matin, j'étais avocat à la cour. Et puis le soir, j'étais un caporal avec tout cela entraîne comme conséquence. Et en 2009, quand on m'a accepté, j'ai transféré de la force des réserves pour entrer dans la force régulière. Alors à ce moment-là, je ne deviens que militaire, ne vivant que grâce au salaire de militaire en tant qu'avocat. J'ai travaillé là-bas pendant 4 ans. J'avais un contrat de 4 ans, comme je venais de vous le dire tout à l'heure. Et puis après ces 4 ans, j'ai décidé, disons, il faut dire, ne pas obtenir l'opportunité du renouvellement du contrat de militaire afin que je prenne la vie civile. Ok. Oh, c'est comme ça, c'est ce qui vous a poussé à reprendre aussi vos activités au barreau. Oui. Pour revenir un peu au barreau, pourriez-vous nous parler de votre spécialité, notamment en droit? Vous traitez de quelle matière? Parce qu'ici, dans la communauté francophone, nous avons beaucoup de problèmes au niveau, surtout des communautés qui viennent d'arriver. Ils ont des problèmes au niveau du droit de la famille, par exemple, de l'immigration. Pourriez-vous nous dire un peu votre spécialité? Oui. Je vais tout simplement revenir dire que tout en étant avocat militaire, tu ne peux être avocat militaire que si tu es membre du barreau. C'est-à-dire que tu ne peux jamais être avocat au Canada si tu n'es pas membre d'un barreau. Donc, mais du point de vue de ma spécialité, c'est-à-dire quoi? J'ai beaucoup travaillé. Les clients ont fait ma spécialité. Quand j'avais le cabinet en 2006 à Toronto, je n'avais pas une prétention précise, un champ de travail que j'avais choisi. Mais je m'étais dit non, je vais me spécialiser selon les besoins de la clientèle. Alors le client que j'ai eu, c'était beaucoup plus des immigrants, donc c'était une question d'immigration qui venait. Et l'occasion faisant les larrons, alors ainsi je suis devenu spécialisé en droit d'immigration. Alors aussi, comme j'ai su aussi beaucoup plus attiré par le droit criminel, j'ai eu des cas de droit criminel où je représentais ou assistais des clients devant les tribunaux. Et à part ça, j'ai travaillé aussi beaucoup en droit de famille. Alors, je m'intéresse beaucoup au droit sur le divorce, sur la pension alimentaire, sur le droit de visite. Ce sont des sujets pareils que les dossiers auxquels je touche généralement. Ah ok, d'accord. Donc certains de nos clients qui sont dans la communauté francophone, ils peuvent aussi vous joindre pour des actes notariés par exemple. En tant qu'avocat, vous êtes en mesure de pouvoir le faire. Oui, tout avocat ici est notaire, sauf au Québec bien sûr. Ah ok, d'accord. Ici, tout avocat est notaire d'office. Nous sommes des notaires. Quelqu'un qui viendrait vous voir pour certifier ou un acte, je suis prêt à le faire. Pour notarier ou certifier un acte, je suis prêt à le faire. Ça fait partie des tâches naturelles d'un avocat. D'accord. Nous savons très bien que les honoraires des avocats, ça coûte un peu très cher. Et il y a aussi une clientèle dans la communauté qui n'est pas en mesure de pouvoir se payer les frais d'avocat. Est-ce qu'il y a aussi des mécanismes pour pouvoir aider ces genres de personnes qui sont confrontées à ce genre de problèmes? Oui, je pense que c'est normal. La facture d'un mécanicien coûte cher. Un plombier coûte cher, l'électricité coûte cher. Pour me dire qu'est-ce qui ne coûte pas cher, tout coûte cher. Mais nous sommes dans un système, dans un pays où on pense à l'égalité de tous devant la loi. Et pour assurer l'égalité de tous devant la loi, il y a un système qui est là pour couvrir les frais de ceux qui ne sont pas capables de payer les services d'un avocat par eux-mêmes. C'est nous avons l'institution de l'aide juridique qu'on appelle ici en Alberta Legal Aid. Et en tant qu'avocat qui a un grand sens de justice, je l'accepte sans aucun problème, le certificat d'aide juridique. Ah ok, c'est très bien. Dans votre parcours, vous avez eu à faire le droit au Congo. J'imagine, c'est pas pareil avec le droit ici au Canada, le common law. Pour vous qui avez vécu cette expérience au niveau juridique, pourriez-vous un peu nous en dire un peu plus les différences qui sont assez marquantes entre le droit anglo-saxon, si on peut le dire, et puis... il faut dire que quand ne généralisons pas. Au Canada, il y a deux systèmes. Il y a un système civiliste qui est au Québec, qui est très proche du système du Congo, de la Belgique, de la France. Tout à fait. Il y a les systèmes anglo-saxons qui est partout ailleurs au Canada. Et puis, sur le plan, maintenant, si je devais comparer les deux systèmes, les systèmes de justice, surtout sur le plan criminel. Au Canada, nous avons le système accusatoire, c'est-à-dire qu'il y a un procureur qui est là, qui doit prouver devant le juge qui est neutre la culpabilité de la personne qui l'accuse.
au Congo, nous avons un système inquisitoire. C'est-à-dire que même les juges participent à la recherche de preuves. Mais j'entends les gens faire des débats sur le plan doctrinal, c'est des débats de doctrine. Ici, on dit bien qu'une personne est innocente jusqu'à preuve, il est innocente, et que pour qu'il soit coupable, il faut qu'on puisse prouver hors de tout doute raisonnable. Dans le système que nous avons au Congo, et que nous disons que on ne peut condamner quelqu'un que s'il y a l'intime conviction du juge. Or, l'intime conviction du juge et le système qui est ici de faire la preuve de la culpabilité d'une personne jusqu'en dehors de tout doute raisonnable, c'est pratiquement la même philosophie. Parce que ce même juge-là, je me rappelle quand j'étais procureur, on ne pouvait, si le juge n'est pas convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la personne est coupable, on ne pouvait pas le condamner. Donc ça existe. Bon, ici on dit que si le juge commence à participer à la recherche de la preuve, c'est-à-dire qu'il devient une partie prise, il n'est plus neutre. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, en tant que procureur de poursuite au Congo, j'ai instruisé à charge et à décharge. À charge, ça veut dire que je tiens à ce que la personne soit condamnée, je prouve. Si j'estime qu'il est innocent, la preuve n'est pas suffisante, j'instruis pour qu'il soit innocenté, qu'on ne le condamne pas. Tu vois, par exemple, donc c'est ce que je dis, ça fait les deux systèmes qui viennent tous de pays occidentaux qui ont la même philosophie, sauf que la philosophie ou les démarches ou les méthodes diffèrent, mais on aboutit à la même chose. D'accord. Ouais, pour sortir un peu de ce débat doctrinal, nous allons un peu revenir un peu, parce que nous sommes en train de rentrer vraiment... le débat doctrinal, c'est vous qui l'avez provoqué. Nous sommes en train de rentrer au plus profond des choses, et nous voulons un peu mettre l'accent sur la clientèle, la nouvelle clientèle que vous pouvez, que vous allez rencontrer ici en Alberta. Comment qu'on peut vous joindre, Maître Kandolo? On peut me rejoindre, j'ai un numéro de téléphone ici en Alberta, j'ai deux numéros de téléphone, un de Calgary qui est le numéro 403 700 2877, c'est mon numéro contact de Calgary. J'ai un autre numéro ici qui est ici ici Edmonton, c'est le 780 426 0502. Extension 8. Alors, à ces deux numéros-là, on peut m'atteindre n'importe quand. J'ai aussi mon email qui est le dkand2003@gmail.com. Ok. Bon, ou dkand2003@gmail.com. Parce que avant, je fais l'anglicisme en disant .com. D'accord. Maître Kandolo, pourriez-vous nous parler des domaines des pratiques dans le cadre de votre travail, par exemple? Ok. Mes domaines de pratique, mes champs de pratique, c'est naturellement le droit de l'immigration, parce que je suis moi-même immigrant, je suis entouré des immigrants, c'est mon milieu naturel. Je m'occupe aussi des droits de la famille, puisque je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à la famille. Je suis souvent choqué, peiné de voir les gens en train de tués, de s'entrecoupés à cause de conflits de famille, alors que j'estime surtout pour nos compatriotes africains, s'ils ont un avocat qui connaît mieux leur culture, il y a lieu de faire que les séparations ou même mettre fin à certains différends entre eux, avec un peu plus de tact que si on le donne à quelqu'un d'autre qui s'intéresse juste à être payé et à avoir l'argent. Je ne critique personne, bien sûr. Je m'intéresse aussi au droit de l'emploi parce que je crois que souvent les employés n'ont pas de moyen de voir un avocat et souvent ils sont victimes de l'injustice des employeurs. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un, sans être leur syndicaliste, mais quand même quelqu'un qui peut dire, qui écrit à un employeur pour dire que je veux que vous teniez compte des droits de mon emploi, de votre employé qui est mon client. Mais sinon, on sera obligé de saisir le cours de justice pour que le droit de mon client qui est votre employé soit touché et soit respecté. Et aussi, je peux facilement représenter quelqu'un quand on est accusé de charges criminelles. Alors, quand on a accusé pour des infractions et tout ça, on est prêt à le représenter. Et souvent aussi, quand nous avons certaines personnes qui sont proches de nous, par la couleur de peau ou de la même culture, on peut leur parler dans notre langage pour que prochainement ils évitent de se retrouver dans des situations où ils sont accusés devant une chambre criminelle ou une section criminelle de ce pays parce qu'ils n'ont pas fait attention à ceci ou à cela. C'est quelque chose, parce que je ne serai pas seulement qu'un avocat, je vais être aussi un conseiller qui encadre les gens dans la communauté.
Ouais, il faut dire que notre communauté, elle attendait vraiment la communauté francophone d'Edmonton parce que c'est depuis belle lurette qu'on n'a pas eu à recevoir, qu'on ne connaît pas d'avocats francophones dans la communauté. Je pense que la communauté aurait beaucoup à bénéficier de votre part. Aussi, il y a quelque chose qui me passe à l'esprit, notamment en matière de parrainage aussi. Ici, dans la communauté francophone, si vous nous permettez, lors de nos prochaines émissions, si on peut vous contacter pour un peu nous éclaircir par rapport au parrainage. Comment que ça se passe? Je suis tout à fait disposé. Je suis tout à fait disposé. Et d'abord, je vais vous dire que chaque fois que quelqu'un prend rendez-vous avec moi, il bénéficie toujours d'une heure gratuite. Ok, d'accord. C'est bon à savoir. Une heure gratuite. S'il a n'importe quelle question de droit ou sur le parrainage ou sur l'immigration, quelle que soit la matière, je réponds toujours sans jamais de réserve. Si je n'ai pas de réponse, je ferai la recherche et je répondrai. Et parlant de parrainage, parlant d'immigration, ce sont des choses, des actes qui sont plus importants, vraiment importants pour les immigrants parce que même si la personne est ici seule comme immigrante, mais elle a certainement le membre de famille. Il y a des gens qui le contactent, ce sont des questions très importantes pour lesquelles il faut savoir agir dans le délai et bien agir parce que ça ne sert à rien que quelqu'un ait déjà demandé le parrainage de quelqu'un et 2 ans plus tard on lui dit non, on n'accepte pas tellement. D'accord. Parce que nous allons mettre aussi l'accent sur ce point-là, parce que pour certaines considérations qui sont peut-être d'ordre culturel, on se retrouve avec certaines personnes qui, par manque d'une bonne information, ces personnes paniquent parfois, juste pour un petit courrier, juste pour une petite lettre venant par exemple d'un service quelconque de l'État, compte tenu de considérations qui sont d'ordre socio-culturel. Je pense que avoir un conseil avisé de la part d'un avocat, de la part d'une personne qui maîtrise la loi, c'est une très très bonne chose. Et Maître Kandolo est là pour pouvoir bien vous recevoir. Et comme il venait de le dire tout à l'heure, il vous donne une heure gratuite, une heure gratuite pour vous écouter et puis vous donner des orientations sur certains sujets. Merci et nous vous disons merci pour nous avoir accordé ce... Alors, Maître Kandolo, merci. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu sur notre plateau Les Coulisses. C'est pas une dernière fois parce que nous allons entamer une série d'émissions sur la procédure carcérale, par exemple, ici au Canada et en particulier en Alberta, pour pouvoir informer notre public. Je pense qu'on aura vous inviter et ça sera avec plaisir de vous recevoir encore une autre fois sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir. Merci. Okay.